J'ai le grand plaisir d'accueillir Mentor Show comme sponsor de cet épisode. Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne dispensée par les meilleurs experts francophones dans de nombreux domaines comme le bien-être, la méditation, la confiance en soi, la cuisine ou le sport. Et parmi ces personnalités, vous retrouverez plusieurs invités que j'ai déjà reçus dans Métamorphose. Lise Bourbeau, Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik et leurs masterclass vous aideront à approfondir vos chemins de conscience. Ce que j'aime chez Mentor Show, c'est la très grande qualité de leurs masterclass et que chaque leçon est pensée pour que même les personnes qui n'ont pas toujours le temps de se former puissent les suivre en 10 minutes par jour et bénéficier du soutien d'une communauté bienveillante pour échanger. Je suis intimement convaincue que la connaissance peut changer le monde et avec Mentor Show, vous pouvez apprendre de façon ludique et progresser pour transformer votre vie avec l'aide des meilleurs mentors. Alors les amis, c'est le moment de vous lancer avec une remise exclusive de moins 20% sur le pass illimité grâce au code Métamorphose 20 en chiffres. Alors pour en profiter, rendez-vous sur le site Mentor Show. Alors je vous épelle Mentor M-E-N-T-O-R Show S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien qui est situé en commentaire épinglé sous ce podcast. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si c'était grâce à l'intuition que nous pouvions réveiller nos facultés d'auto-guérison ? Véritable voyage aux frontières de la conscience, nous allons explorer aujourd'hui les pouvoirs de ce qu'on appelle notre sixième sens comme levier de guérison et comme moteur pour se reconnecter à notre énergie vitale. Psychanalyste et docteur en psychopathologie, mon invité du jour est le créateur du Centre d'études et de recherche en psychanalyse, auteur de nombreux ouvrages dont Hypersensible ou encore Renaître après un traumatisme. Dans son dernier ouvrage, mené vraiment comme une enquête, une investigation, il y mêle habilement preuves scientifiques et témoignages pour mieux comprendre les pouvoirs de l'intuition. Qu'est-ce qui nous aide véritablement à guérir ? Comment apaiser durablement le corps et l'esprit ? Comment retrouver notre vitalité profonde et se relier à notre sixième sens au quotidien ? Alors pour mieux comprendre tout ça, j'ai la joie de recevoir dans Métamorphose Saverio Tomasella. Bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va ? Très bien. Bon. Et très heureux d'être avec toi. Ah ben moi, écoute, partager à chaque fois, on est ravis de se retrouver. Oui. Alors, ton nouveau livre qui s'appelle « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » aux éditions Larousse est un peu une nouvelle thématique. Est-ce qu'elle est liée déjà à celle des hypersensibles sur lesquels on avait conversé précédemment ? Il y a quand même un lien. Il y a un lien. Alors, il y a un lien fondamental avec la sensibilité puisque l'intuition, c'est une des 5 branches de la sensibilité, sensation, émotion, sentiment, intuition et imagination. Mais aussi avec la sensibilité élevée, l'ultrasensibilité, parce que les personnes, plus on est sensible, plus on est un capteur de ces informations subtiles qui constituent l'intuition. Comment tu la définirais d'ailleurs, toi, l'intuition ? Alors l'intuition, c'est une connaissance. C'est une connaissance qui n'est ni logique, ni rationnelle, ni réfléchie, ni même par l'observation ou l'expérience. C'est une connaissance directe, immédiate, qui passe de façon très furtive et rapide et presque ténue, subtile, par des canaux très variés, notamment par le corps, par des sensations particulières, des impressions, mais parfois aussi des visions, des choses qui nous viennent, qui ne sont pas forcément dans le corps, mais comme une vision de quelque chose qui est en train de se passer ou qui va se passer. De toute façon, on va bien comprendre dans cette interview, on va revenir là-dessus. Quelle différence tu ferais entre l'instinct et l'intuition, comme ça ? Alors, il n'y a pas beaucoup de différence. Oui. On pourrait dire que l'instinct est beaucoup plus physique, beaucoup plus animal en nous. C'est pas que chez les animaux, on a notre part animale qui est très importante. L'intuition, elle va être plus dans la métaphore, dans quelque chose de raffiné, de nuancé. C'est moins impulsionnel que l'instinct, mais c'est un continuum entre l'instinct et l'intuition. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de rupture.
Est-ce qu'on peut parler d'intelligence intuitive ? Oui, certainement. Et je pense que c'est une intelligence très importante à développer dès l'enfance, dès la petite enfance. L'intelligence intuitive fait partie de l'intelligence sensible. Et c'est une intelligence qui ne demande pas d'analyser, de créer des liens logiques, de déduire, de résoudre. C'est une intelligence qui va passer par l'évidence. Oui, c'est ça. Quelque chose qui nous paraît, qui s'impose à nous, le fameux eureka de l'inspiration ou de la trouvaille, c'est de l'intelligence intuitive. Il y a des prédispositions à cela ? La prédisposition, c'est l'enfant, c'est être comme un enfant, c'est-à-dire accueillir le réel du monde ou de la vie ou de soi-même, sans jugement, sans préjugés, sans a priori, sans critères particuliers et sans croyance de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas d'un point de vue intellectuel ou dans tel ou tel domaine. C'est d'accueillir la réalité telle qu'elle est. Oui, c'est ça. Les enfants le sont quand même plus naturellement. Oui, l'enfant est naturellement intuitif jusqu'à ce qu'il soit un peu bridé dans l'accueil de son intuition par généralement des systèmes scolaires qui sont très contrôlants, qui les obligent à suivre des normes, des règles, des procédés. Alors ça peut les aider dans certains domaines, bien sûr, mais par rapport à l'intuition, ça les prive de cet accueil, de cette relation directe, immédiate avec l'intuition. D'ailleurs, tu dédies ton livre à l'enfant sauvage en nous. Oui, parce que justement, c'est l'enfant non domestiqué, c'est l'enfant complètement libre de la petite enfance, qui est dans la grande liberté de l'expression de ce qu'il est en train de vivre. Et cet enfant-là, cet enfant sauvage, il est complètement intuitif. Est-ce qu'on est pour toi devenu moins intuitif maintenant qu'avant ? Alors après, c'est pas dans l'idée de c'était mieux avant, on n'est pas du tout là-dedans, mais quand même, est-ce que nos modes de vie nous ont coupé aussi de cela ? Oui et non. Oui, parce que beaucoup de virtuel, beaucoup de technologie, beaucoup de choses se font à distance, on est moins dans le contact avec les autres humains, avec la nature et les animaux. Non, parce que grâce à ton travail et à ce qu'on essaye de faire depuis des années, on revalorise la sensibilité, l'humain, la nature, le système nerveux, le nerf vague. Tu fais des podcasts là-dessus aussi. Et donc l'intuition. Bien sûr. Ce qui fait que je pense qu'on évolue aussi en tant qu'humanité vers des formes beaucoup plus vastes de conscience. D'ailleurs, c'est ton combienième livre, puisqu'on parlait de tes livres hors antenne, là. Alors, je ne les compte pas. Tu ne les comptes pas, non. Mais quoi, je dirais presque une trentaine, non ? Voilà, à peu près. À peu près, c'est ça. Donc, tu participes largement à déployer ces sujets, effectivement. J'essaye. Alors je disais, les pouvoirs de ce qui serait peut-être notre sixième sens. Je ne sais pas si tu as noté ma nuance dans l'introduction, parce que toi tu dis qu'en réalité, ça pourrait être finalement notre premier sens. Alors je dirais c'est le sens fondamental. D'ailleurs parce que le sixième sens, ça pourrait aussi être la kinesthésie, c'est-à-dire comment je me sens dans le corps là maintenant, dans mes mouvements, dans ma posture, etc. Et c'est un sens très important qui est lié à l'intuition, mais qui n'est pas directement l'intuition. L'intuition, ça pourrait être le sens essentiel, le sens fondamental, le sens 0, avant même d'être le sens 1, et celui qui nous permet finalement de vivre au jour le jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en état d'hypnose, marcher dans la rue, faire du vélo, conduire, énormément de choses qu'on fait en ayant un peu débranché la conscience alerte ou vigile. De manière automatique ? Oui, alors soit automatique parce que ce sont des choses qu'on a déjà faites, soit spontanément, naturellement, parce que notre intuition est là, finalement, qui nous guide. On pourrait dire notre inconscient. En hypnose, on parle beaucoup de l'inconscient. On est guidé par toutes ces sensations, ces repères qu'on a en nous et qui nous permettent de vivre la vie de tous les jours très, très bien, sans se poser de questions. Oui, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle permet, l'intuition, tiens ? Je crois qu'elle permet des ajustements au plus près, au plus fin, d'instant en instant, entre nous et nous-mêmes, nous et les autres, nous et l'environnement. Oui, en permanence. En permanence. Oui. Alors, tu cites 3 formes bien précises d'intuition, et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce qu'on ne les connaît pas
forcément toutes, qui peuvent provenir de nos sens. Tu dis d'une logique particulière ou d'une capacité à percevoir le futur. Alors, tu peux nous les noter, nous les signaler, si tu les as comme ça les 3 en tête? Alors, il y a certains auteurs qui parlent d'une intuition fondamentale, qui est la mémoire. C'est-à-dire que dans notre mémoire, il y a énormément de repères, d'informations de ce que nous avons déjà vécu. Et l'intuition va piocher dans notre mémoire ces informations pour nous dire, attention, nous mettre en alerte par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Ça s'appelle l'intuition mémorielle. Mais sinon, les 3 principales sources, formes d'intuition, il y a l'intuition inconsciente. C'est-à-dire, je peux être assis chez moi en train de lire un livre et d'écouter de la musique. Je ne regarde pas par la fenêtre, mais pourtant, j'écoute la musique, je n'entends pas ce qui se passe, je ne vois pas ce qui se passe, et pourtant, je sens qu'il pleut. Et quand je pose mon livre et que j'arrête la musique, je me dis, ah bah oui, effectivement, il pleut. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans nos corps, dans nos antennes, même derrière nous. On n'a pas besoin que les choses se passent devant nous, même derrière nous ou à côté de nous, qui font qu'on sait que quelque chose est en train de se passer. C'est quelqu'un qui vous fixe dans un train, par exemple, alors exactement. vous ne regardez pas, c'est ça? C'est exactement la même chose. On sent qu'on est regardé, on se tourne et on constate qu'on est regardé. Donc, on a des informations qui viennent comme ça, de façon très intuitive et inconsciente, et qui vont se conscientiser, parfois oui, parfois non, quand on confirme que ce qu'on a découvert est vrai. Donc ça, c'est l'intuition inconsciente. Oui. La deuxième, c'est l'intuition qu'on appelle logique et qui est, comme beaucoup de philosophes, de mathématiciens, de physiciens ou de chercheurs en parlent, le fait d'avoir une énigme dans une recherche, par exemple, dans un programme de recherche, d'aller se promener, de dormir, de prendre une douche et tout d'un coup, pof, d'avoir la réponse. Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont pu réfléchir pendant des jours et des jours, mais ce jour-là, ils n'y ont pas réfléchi du tout, et la réponse est venue toute seule. C'est ça. On appelle ça aussi peut-être des fulgurances, parfois. Oui, voilà, des fulgurances. Alors, ça s'appelle la métacognition aussi, du point de vue scientifique. Et la troisième forme... Là, dans les exemples, il y a Einstein, avec le fameux, évidemment, tu l'as dit, Eureka, et qui disait que ça lui tombait dessus un peu comme ça, même si on sait qu'il y avait toute la recherche qui était là derrière. Oui, Einstein est très particulier, il disait « je pense dans mes muscles ». C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui était dans son corps, pas trop dans sa tête, qui aimait la fantaisie, qui aimait l'inspiration, qui aimait le non-conventionnel, et qui, effectivement, comme certains philosophes, par exemple Ludwig Wittgenstein, son nom un peu difficile à prononcer pour nous français. Oui. Bravo. il était comme ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne réfléchissait pas, mais qui recevait des informations par rapport aux questions qu'il se posait. Et puis la troisième forme d'intuition, c'est la précognition ou la prémonition ou le pressentiment, c'est-à-dire recevoir des informations du futur, proche ou lointain, sous forme de vision souvent, ou de flash, et on ne sait pas pourquoi, on anticipe quelque chose pour nous, pour quelqu'un d'autre, et effectivement cette chose-là va se passer, cet événement-là va se passer plus tard. Ça, dans la recherche aujourd'hui, ça nous est un peu plus mystérieux? Oui, bien sûr, c'est mystérieux. Alors, tout ce qui touche l'intuition est assez mystérieux, particulièrement cette troisième forme d'intuition, la prémonition, parce qu'on ne sait pas trop comment l'expliquer. Mais les chercheurs, notamment les anglo-saxons, qui cherchent sur l'intuition et sur la conscience, parlent de conscience délocalisée. L'intuition serait en dehors de l'espace et du temps. Ce serait quelque chose comme une vision globale qui nous mettrait en contact finalement avec toutes les informations de l'univers, pour peu qu'on s'ouvre à ces informations. D'où l'expression « c'est dans l'air du temps ». Voilà, exactement. C'est une très bonne expression. On attrape le truc, quoi. Oui, c'est ça. On se laisse toucher. On se laisse toucher. Est-ce qu'elles sont interdépendantes ou interreliées, toutes ces formes d'intuition? Oui, tout ça est interrelié. Alors à la fois, toutes ces formes d'intuition sont reliées, mais aussi toutes les formes d'intelligence sensible. Donc l'intuition est reliée aux sensations, est reliée aux émotions, est reliée aux sentiments, est reliée à l'imagination, est reliée à tout ce qui est médiumnité aussi. Bien sûr, on va en parler évidemment. Pour comprendre bien l'intuition, où est-ce qu'elle se situe? Du coup, on imagine un peu partout, dans la tête, le cœur et le corps, parce que par rapport à ce que tu viens de dire. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'intuition étant globale, elle est partout, dans le corps et, on va dire, aussi dans les corps énergétiques, c'est-à-dire autour de nous, dans notre aura, dans ce rayonnement magnétique, énergétique qui émane de chacune et chacun d'entre nous, ce qui fait que je peux entrer en contact avec ton champ magnétique et énergétique et percevoir des informations très fines, et c'est probablement comme ça que je peux sentir si quelqu'un m'observe alors que je ne peux pas le voir m'observer. Et que certains thérapeutes ont aussi, par exemple, qui sont ouverts à ça, une perception aussi plus fine de l'autre. Exactement. Qu'on l'a de toute façon en tant qu'être humain. Exactement, c'est-à-dire que dans certaines thérapies énergétiques, on va se servir de ces informations
du champ magnétique, du champ énergétique qui est en nous et autour de nous pour pouvoir apporter une harmonisation. Et moi, j'ai remarqué dans beaucoup de séances avec des patientes et des patients très différents de tous âges qu'à un certain moment, quand ils sont beaucoup plus connectés à leur intuition ou à cette conscience non localisée, je vois leur aura apparaître alors qu'avant, je ne la voyais pas. Ah oui, C'est-à-dire que quelque chose du champ énergétique se libère à partir du moment où on ouvre les portes de sa perception, les portes de sa conscience, son cœur ou ce qu'on veut, à ces phénomènes subtils. Et toi, tu t'es ouvert à ça aussi, j'imagine, ou tu t'es déjà ouvert à ça au début de ta pratique? Alors, depuis enfant, je suis passionné par tout ça. Oui. Et puis, effectivement, dans ma pratique, très, très progressivement, je me suis intéressé à tous ces phénomènes. J'en ai parlé avec des collègues qui sont ouverts à ça. Et puis, je me fais soigner depuis très longtemps aussi par des méthodes de ce genre-là. Donc, forcément, ça développe la conscience de ces phénomènes. D'ailleurs, tu expliques au début de ce livre qu'il est né évidemment d'une intuition, forcément. Oui, ce livre est né d'une intuition qui était que nous possédons des capacités d'auto-guérison. Et cette intuition en moi est très très forte et c'est ce qui m'a poussé à faire une enquête. Oui, c'est ça. Alors cette enquête, justement, il y a à la fois des témoignages de patients, mais aussi de chercheurs sur le sujet ou de cliniciens, etc. Donc c'est ça qui rend vraiment l'investigation intéressante, et puis sur des choses très documentées, très scientifiques, et puis aussi sur des champs plus exploratoires, comme par exemple la transe, les états de conscience modifiés, le chamanisme, où il y a de plus en plus de choses documentées, mais qui restent encore très ouverts. Oui, c'est ça. J'ai essayé de donner la parole, en fait. Je me suis dit que comme c'était une enquête, c'était pas moi qui allais parler, et je voulais donner la parole à le plus de personnes possible dans différentes cultures et différentes langues. Et donc j'ai fait une enquête auprès de personnes francophones, mais je me suis aussi renseigné auprès de personnes anglophones ou de pays différents qui parlent l'anglais. Et ça m'a permis de me rendre compte que finalement tout converge. Est-ce que notre rapport à l'intuition est lié à notre système aussi de croyances, selon toi? On peut imaginer que certains peuples croient que justement on peut développer beaucoup de capacités grâce à ça, et donc ont cette ouverture, et c'est ce qui permet certaines choses. Je pense que les peuples racines, on ne dit plus les peuples primitifs, les peuples racines ont effectivement une culture qui fait que toutes et tous, depuis leur tendre enfance, baignent dans l'ouverture à l'intuition, l'ouverture aux signaux subtils, l'ouverture à des informations venant de tout. Tout et partout autour d'eux, que ce soit les humains, les animaux, les végétaux, la nature, les éléments. Alors que les cultures plus rationnelles, comme la culture occidentale, ont favorisé, valorisé depuis plusieurs siècles une culture plus rationnelle. Cérébrale, oui. Cérébrale. Mais ça ne veut pas dire que dans nos contrées, il n'y ait pas de personnes très ouvertes à l'intuition. Donc finalement, c'est peut-être la tendance dominante de la culture qui est cérébrale, mais il y a de l'intuition partout. Bien sûr. D'ailleurs, toi, c'est marrant parce que dans ton investigation, à un moment donné dans ton parcours, tu vas découvrir le sens finalement d'ego et quelle serait sa fonction. Alors, l'ego, c'est ni bon ni mauvais. L'ego peut être encombrant, voilà, c'est tout. Et ce qui m'a permis de bien comprendre ce qu'est l'ego, c'est dans une phase de thérapie que j'ai faite, où le médecin qui m'accompagnait était indien, donc parlait le sanskrit, et m'a expliqué qu'en sanskrit, l'ego, ça veut dire le moi agissant ou la croyance dans le moi agissant. Et ça m'a beaucoup libéré parce que j'entendais dire des choses pas sympathiques sur l'ego, il fallait s'en débarrasser, c'était pas beau, etc. Et là, je me dis, c'est simple en fait, c'est quand je crois que je peux faire quelque chose pour changer le réel, alors parfois on peut, et heureusement. Bien sûr. Et on le fait, mais parfois on ne peut pas. Et donc de se dire, parfois je suis dans l'illusion que je peux changer quelque chose ou que ça m'arrive à moi, alors que c'est un ensemble de facteurs qui fait que ce qui m'arrive là en ce moment, finalement personne n'a voulu, et c'est un concours de circonstances. Ça m'a libéré en me disant, un peu d'ego, pas trop d'ego, tout ça, ça va, mais pour l'intuition, il vaut mieux justement ne pas être dans l'action ou dans la volonté de l'action, que ce soit une volonté de comprendre, ou une volonté de faire quelque chose, mais plus dans l'accueil, dans la réceptivité.
Et que cette intuition soit vraiment au service finalement du cérébral et non l'inverse comme la culture dominante aujourd'hui nous le propose. Exactement, c'est-à-dire que effectivement les sensations, les intuitions, le corporel, la nature sont au service de notre pensée et c'est tout. Mais on ne va pas mettre notre pensée comme mode dominant de vie, sinon on va s'enfermer dans quelque chose de restreint et qui restreint aussi les autres. Qu'est-ce que ça a changé en toi de faire cette enquête ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu découvrir encore sur toi-même et que tu as encore un peu plus libéré par rapport à l'intuition ? Alors, oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Alors, déjà, je dirais que je me suis rendu compte que je suis quelqu'un d'intuitif, donc un intuitif contrarié, parce que j'ai des parents scientifiques, donc ils étaient vraiment, et de sciences dures en plus, donc ils étaient vraiment pour la rationalité, ce qui peut être prouvé, mais un intuitif tout de même si j'ai été contrarié, mais qu'en même temps, ça m'a donné un grand goût de m'ouvrir de plus en plus à toutes sortes de formes d'intuition, de m'intéresser à la médiumnité. Je n'ai pas encore passé le pas d'essayer de découvrir des choses de cette façon-là, mais en tout cas d'être intéressé. Et puis, ça m'a appris que finalement, toutes les personnes que j'ai pu écouter, elles disent... Il y a un message universel concernant l'intuition, c'est qu'on a tous de l'intuition et que cette intuition, elle nous veut du bien, elle veut notre bien-être, notre vitalité, notre équilibre, notre harmonie, notre santé. Et en même temps, chacune et chacun de nous la vivons différemment. Donc, il n'y a pas de recette pour l'intuition. Oui. C'est justement comme c'est quelque chose qui n'est pas appris et qui est instinctif, spontané, eh bien, c'est de lui faire de la place. C'est de vivre l'expérience de l'intuition et non pas de se forcer à avoir des intuitions parce que ça ne marche pas. Alors évidemment, on va venir au lien entre intuition et guérison. Avant ça, est-ce que les perceptions de l'intuition sont vraiment différentes chez chacun ? Et comment discerner, en fait, si c'est une intuition, une projection, une hallucination, une illusion, etc. Enfin, on pourrait avoir plein de synonymes voilà, j'imagine qu'en psychologie, vous en avez aussi énormément. Parce que parfois, j'ai l'intuition de, puis en fait, c'est simplement une réponse à une blessure intérieure qui fait que je crois savoir ça, et en fait, c'est pas OK, quoi. Oui. Enfin, c'est pas OK. Alors, je vais commencer par la fin de ta question. Oui. Pour moi, c'est même OK. C'est-à-dire que si je me trompe en croyant avoir une intuition, et c'est une projection, une aspiration, un désir, une hallucination, une affabulation, tout ce qu'on veut, ou une simple imagination. Ah, c'est bien, t'en as rajouté 3 ou 4 encore. On va faire là, c'est la litanie. Si je me trompe, je vais me rendre compte à un moment que c'était une illusion. Donc, ce moment de réajustement, où je me permets de me rendre compte que j'ai cru que c'était une intuition, mais c'était une illusion, enfin quelque chose dans ce que j'ai nommé là, une projection ou autre chose. Oui. Et ça me permet de me rendre compte de ma tendance à projeter certaines choses. Ça affine la connaissance que j'ai de moi-même. Donc ça n'est jamais grave en fait de se tromper en croyant que c'est une intuition. Et pour revenir au début de ta question, l'intuition elle va se manifester de façon très rapide. Donc en fait, c'est une surprise. À chaque fois, c'est une surprise. Et souvent, l'intuition ne va pas dans le sens de ce que nous voudrions. C'est quelque chose qui est un tout petit peu dérangeant, un tout petit peu inconfortable, un tout petit peu qui va un tout petit peu à contre-courant. Alors, c'est vrai qu'exceptionnellement, il peut y avoir des intuitions qui confirment exactement ce qu'on attendait, mais le plus souvent, l'intuition elle vient nous dire un petit peu autre chose. Donc, c'est rapide, c'est surprenant, donc on ne s'y attendait pas, c'est un tout petit peu différent de ce qu'on voudrait, et ça vient d'une façon qui est un peu, comment on pourrait dire, irréfutable. Oui. C'est venu, c'est comme ça. C'est un élément de réel, et soit j'en tiens compte, soit j'en tiens pas compte. Alors que déjà, quand on est dans la projection, l'imagination, la fabulation, ou tout ce qu'on a cité avant, il y a une petite construction, même rapide, même si on a une pensée qui est très rapide, on va comme se convaincre, on va comme se justifier, on va comme y croire vraiment. Eh bien non, c'est pas de l'intuition. C'est ça. D'ailleurs, l'expression pleine de ce qui jaillit comme ça de l'intuition, c'est le milieu artistique. Oui. Alors j'aime bien ce verbe jaillir, parce que c'est ça. Émerger, jaillir. L'intuition est comme ça, c'est-à-dire qu'elle survient.
D'ailleurs, oui. Non, vas-y. Non, je t'en prie. Et dans le monde artistique, bien sûr, puisque l'artiste, femme, homme ou enfant, et des artistes qui enfants, ils font tout pour favoriser ces moments d'inspiration. Ils en sont même tristes quand il n'y a pas d'inspiration. Et de se laisser guider par l'intuition. Les peintres ou les écrivains ou d'autres disent le plus difficile, c'est le premier geste, le premier mot. C'est d'entrer dans ce flux d'intuition, d'inspiration, quelque chose qui nous met en mouvement, ce flux vital qui fait qu'on lâche aussi et qu'on se laisse guider. Toi, tu es très touché par le milieu artistique. Je me souviens que tu es musicien aussi. Tu as fait un livre aussi sur l'art et l'hypersensibilité, c'est un autre sujet, mais vraiment, ça t'intéressait d'observer aussi ce qui se joue à ce moment-là. Oui, le processus de créativité, de création me passionne parce que je pense qu'on est très humain dans ces moments-là et profondément soi-même. C'est-à-dire qu'on laisse tomber les personnages, les masques, les habitudes, les conventions, et même le bien faire. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune et un de nos professeurs disait « Ne cherche pas à faire bien, fais ». Ne cherche pas à dire bien, dis. C'est-à-dire, sois dans l'immédiateté, la spontanéité de ce qui vient de toi, de tes profondeurs. Et ça, c'est vraiment lié à l'intuition. C'était un sacré enseignant quand même. Oui. Oui. Et en t'écoutant, justement, je pensais à cette phrase, puisqu'on parlait de jaillir, de Maria Montessori, qui est connue et que j'aime beaucoup, qui est « L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais qu'on laisse jaillir ». Donc il y a vraiment cette idée de... J'imagine que derrière ça, il y avait tellement de choses qu'elle cherchait à dire, probablement. Oui, Maria Montessori était très intuitive. Oui. Et c'est justement la chance d'être une femme dans un milieu d'hommes, parce que ça peut être une chance aussi. Oui, c'est la première femme médecin en Italie. Voilà. Donc, elle n'est pas du tout formatée comme eux. Et c'est une chance, c'est très difficile, mais en même temps une chance parce qu'elle avait cette fraîcheur, elle avait sa personnalité à elle qui lui permet d'exprimer des choses non dites, inouïes, mais aussi de frayer des nouveaux chemins. Et elle s'est mise à l'écoute de l'enfant. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement, l'enfant est jaillissant. C'est ça. Alors, pour revenir du côté aussi des études scientifiques qui mettent en évidence des liens entre nos capacités intuitives et les fréquences du cerveau, et tu découvres dans ton enquête que l'intelligence intuitive est en lien avec certains types d'ondes cérébrales. Alors ça, c'est passionnant aussi. Oui. Il y a 5 types d'ondes cérébrales. Les ondes gamma, donc elles sont liées à des fréquences qu'on peut mesurer en hertz. Les ondes gamma qui sont celles de l'attention soutenue. Quand on fait un travail, dès qu'on doit porter son attention, on a notre cerveau qui fonctionne en ondes gamma. On les produit en fait, c'est ça ? On les produit, voilà. Pour nous accorder, pour que le système nerveux et le cerveau s'accordent dans un certain type d'action ou un certain état du corps. Après, il y a les ondes bêta qui sont les ondes habituelles de la conscience vigile de tous les jours. Après, quand on est en relaxation, méditation, contemplation, ou qu'on fait de la sophrologie, etc., ça va être des ondes alpha. Les ondes alpha sont beaucoup plus planes que les autres ondes, elles sont déjà plus lentes, et elles vont commencer à favoriser l'apparition de nos intuitions qui sont là, oui. Mais le fait qu'on peut y prêter attention. Oui, c'est comme si on leur ouvrait la porte. Exactement. Oui. Et donc, dès qu'on est dans un état de relaxation, quel qu'il soit, on commence à ouvrir la porte aux intuitions. Puis après, il y a l'état le plus favorable aux intuitions, qui correspond aux ondes θ. Et là, c'est quand on est en transe, en demi-sommeil ou en train de s'endormir, en train de se réveiller, et pendant qu'on rêve. Et là, c'est vraiment l'ouverture maximale aux intuitions et à toutes les informations subtiles. Et enfin, les ondes delta, qui sont celles du sommeil profond. D'ailleurs, tu parlais de transe, on peut parler aussi de conscience élargie. Toi, tu t'es vraiment intéressé de plus en plus, tu dis dans ton livre, à ces sujets-là. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette idée, dans tout ce champ exploratoire de la conscience élargie, et comment l'intuition, en fait, s'y glisse beaucoup plus facilement quand on peut toucher à ces espaces-là ? Alors, ça fait 2 questions en une, mais oui. Bon. Excuse-moi. Je me suis intéressé, ou en tout cas j'ai fait l'expérience de la conscience élargie grâce à la musique. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant musicien, je vivais des états non ordinaires quand je me laissais porter par la musique.
Donc soit en travaillant à la maison, soit au conservatoire, soit en donnant des concerts. J'ai eu cette chance de pouvoir vivre ces états de conscience élargis grâce à l'expression musicale ou parfois en allant en concert. Oui. Et donc déjà, je connaissais ce que c'était, ça ne me semblait pas particulièrement bizarre ou problématique. Et puis, dans la psychanalyse, la méthode freudienne, que j'ai appliquée pendant une vingtaine d'années, avant d'évoluer, c'était le divan et le fauteuil. C'est-à-dire que mes patients, au bout des 3 premières séances ou quelques séances de plus pour l'exploration, la connaissance et la mise en place du lien, ils étaient allongés dans un état un peu hypnotique, permettant l'association libre. Et cet état-là, qui permet aussi l'écoute flottante du psychanalyste, c'est une conscience élargie, modifiée et donc élargie. Et donc j'ai vécu toutes mes semaines de psychanalyste dans cet état-là. Et puis après, je me suis assez rapidement, quand j'ai commencé à pratiquer la psychanalyse, je me suis formé à la sophrologie, à l'hypnose, et je me rendais bien compte que c'est ça qui m'intéressait en fait dans la sophrologie et l'hypnose, c'était cette conscience élargie. Et j'ai introduit ça progressivement dans ma pratique. Et après, seulement après, bon, bien sûr, je voyais bien que ça participait au processus thérapeutique, mais c'est seulement il y a quelques années que j'ai pu lire des études qui montrent que les états de conscience non ordinaires ou de conscience altérée ou de conscience élargie sont favorables à la guérison. Alors, psychique, bien sûr, et puis j'ai découvert plus récemment que c'est aussi favorable à d'autres formes de guérison physique. Toi, tu fais un lien quand même assez clair entre justement l'ouverture aux intuitions et la guérison, parce que ça permet cet état de flow presque optimal qui nous redonne cet élan de vie quelque part. Oui, tout à fait. Comme je le disais, l'intuition, c'est vraiment elle est à notre service, au service de la vie, au service de la vitalité, au service de l'épanouissement, de la prospérité de nos êtres et dans la relation avec nous-mêmes et avec les autres. Ce qui fait que je crois que dans ce flux vital et dans cette bienveillance de l'intuition pour favoriser notre équilibre, notre harmonie et notre santé, l'intuition est véritablement l'allié de la guérison. On pourrait donner quelques exemples, soit de pratique, soit de guérison. Alors, je cite dans le livre l'exemple assez fabuleux de Kelly Brogman, qui est une jeune psychiatre américaine qui, à 30 ans après sa première grossesse, déclare une maladie de la thyroïde, qui est une maladie incurable, une maladie chronique incurable. Et à ce moment-là, elle a l'intuition qu'elle doit arrêter de prendre tous les médicaments qu'elle prenait, et qu'il ne faut absolument pas qu'elle prenne les médicaments. C'est assez fort comme témoignage. Oui. Et ce qui est fort dans ce témoignage, c'est que c'est une médecin, psychiatre, ses parents sont médecins, et dans sa famille, ils sont tous scientifiques. Donc, elle a pris cette décision d'arrêter complètement tous ces médicaments contre l'avis de tout le monde autour d'elle. Ah ouais, là, elle est vraiment à contre-courant. Complètement. Et en même temps, elle fait la découverte d'un livre d'un psychiatre américain qui montre que 50% des Américains prennent plus de 5 médicaments par jour, que 12% de la population américaine est sous tranquillisants ou sous psychotropes, et que la plupart des personnes qui prennent des médicaments deviennent des malades chroniques, parce que les médicaments finissent par créer, à cause de leurs états, des effets secondaires, finissent par créer d'autres médicaments. Je crois que d'autres effets, et donc entraînent à prendre d'autres médicaments. Je crois que c'est le deuxième cause de mortalité au monde, ce sont les effets secondaires des médicaments. Exactement. C'est pour ça qu'aux États-Unis, la courbe de la longévité baisse depuis quelques années, du fait de cette surmédicalisation, de prendre trop de médicaments. Et donc, elle a cette intuition-là. Elle décide de manger tout bio, des produits frais, non raffinés, et qu'elle prépare elle-même, de voir un naturopathe, de prendre des plantes. Et en 6 mois, cette maladie qui aurait dû être incurable, elle est complètement guérie. Elle change complètement de regard sur son travail et elle décide de devenir une psychiatre holistique, c'est-à-dire une psychiatre qui ne donnera plus de médicaments, mais qui va accompagner ses patientes et ses patients. Elle a surtout une clientèle de femmes. Elle va les accompagner autrement. Et ça lui a... Alors, ce qu'elle explique, c'est que ce changement de regard sur elle, sur la maladie, lui a permis de trouver la force de se soigner autrement et de tenir tête
un environnement qui était absolument farouche et pas du tout favorable à son approche. Mais parce qu'au départ, elle avait eu cette intuition profonde qu'elle allait se soigner comme ça, c'était ça le point de départ? Oui, ouais. Que pour sauver sa peau, oui. il fallait qu'elle fasse autrement que ce que la médecine officielle allait lui proposer. Et donc elle a inventé, pour moi l'intuition très liée à la créativité, à l'invention, elle a inventé sa propre façon de se soigner. Et c'est ce qu'elle dit dans son très beau livre. Elle dit que nous tous, toutes et tous, nous pouvons être des patients éclairés. C'est-à-dire qu'elle prône une médecine intelligente, une médecine de la relation, où le médecin et le patient cherchent ensemble le meilleur traitement approprié à chaque cas, à chaque patiente, chaque patient. Et on n'est pas en train de dire que si on a un problème, il faut tout arrêter les traitements allopathiques pour sauter que sur un autre type de traitement. C'est son expérience. C'est son expérience. Voilà. À partir de son intuition. Et elle était médecin, donc et elle a fait. Médecin. Voilà. Mais je prends toujours des précautions parce que parfois c'est vrai qu'on peut se dire allez hop, et c'est pas adapté au cas. Et tu viens de le rappeler que chacune et chacun est différent. Et puis chaque maladie aussi. Alors, pour atteindre justement cet état de conscience modifié, on peut utiliser plein de méthodes. Tu en as cité certaines. Tu as parlé de l'hypnose à laquelle tu t'es formée, etc. Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont devant, en fait, pour toi aujourd'hui dans ta pratique? Alors, sophrologie et hypnose, c'est sûr. Sinon, il y a tout ce qui est sonothérapie, les bains sonores. Oui. Musicothérapie. J'ai un ami psychiatre d'ailleurs qui soigne aussi avec la musicothérapie. Et voilà. Et on a de très bons résultats. Très bons résultats avec tout ce qui est sonothérapie, musicothérapie. Enfin, il accompagne. Hein. Il accompagne et il soigne. Bien sûr. Parce qu'effectivement, il y a des effets bénéfiques. Et comme dans ton podcast sur le nerf vague, la musique active directement le nerf vague ventral parce que le nerf vague part de la base du crâne et a des ramifications dans les oreilles, et ces ramifications ne passent pas par le cortex cérébral rationnel. Donc la musique a un impact direct sur le nerf vague ventral. Intéressant. Sinon, il y a effectivement le voyage au tambour qui permet une transe dans les pratiques chamaniques. Pourquoi ? Parce que le tambour, c'est de la résonance, il y a du rythme, et donc ça crée à la fois un tempo particulier, plus des vibrations dans le corps, qui vont créer un état de conscience altéré. Alors c'est vrai que j'ai fait un podcast complet aussi, je le cite, avec François-Marie Dru sur les pouvoirs de la vibration, puisque lui, il est ce qu'on appelle sonothérapeute, donc c'est aussi intéressant de pouvoir explorer cette voie. Et puis on pense, quand tu parles du tambour, aux travaux de Corinne Sombrin aussi, que j'ai reçu dans ce podcast, où il y a vraiment de la transe induite, même sans avoir besoin aujourd'hui de tambour ou de passer par un point d'appui d'outils, enfin d'outils, d'instruments. Tout à fait, tout ce qui permet d'entrer en transe finalement. Donc il y a aussi l'ayahuasca pour ceux qui ont choisi d'en prendre, l'herbe de San Pedro ou certaines substances qui sont testées aux États-Unis, toutes sortes de choses qui nous permettent d'entrer en transe, mais parfois, Marie-France de Palacio, elle cite aussi le jeûne, les longues marches dans la forêt, la longue nage, moi qui adore nager, au bout d'un moment, je suis dans un état de transe. Pareil, moi avec la course à pied. Voilà, et donc c'est là aussi que chacune et chacun de nous peut trouver la meilleure façon de créer cet état de conscience élargi. Quelque part, est-ce qu'on est fait pour ça, pour s'autoréguler avec ça? C'est vraiment des outils tellement simples et qui sont accessibles à tous. Je pense que oui, je pense qu'on a un goût profond pour ça. Et je pense aussi que comme quand on est dans un état de conscience élargi, il n'y a plus de frontières, ça nous met en communion avec le cosmos, même si ce sont des mots forts, je l'ai dit. Ça nous met en communion avec le cosmos. Et je crois qu'on aspire à ça. Parce que c'est la base de la spiritualité vécue. On aspire de toute façon, on est face au mystère. Voilà. On ne peut que reconnaître ça. On est face au mystère, mais on aime baigner dans le mystère. C'est le sentiment océanique. On a envie d'y participer, de se sentir participant de ce mystère. C'est beau, ça, on va le noter en citation, je crois. Comment est-ce qu'on peut s'exercer à recevoir justement l'intuition et à faire confiance à ce qui survient ? Je pense que confiance, c'est le mot-clé. De sentir que
toi, comme moi, comme chacune et chacun d'entre nous, nous avons des intuitions. Notre intuition est une alliée fidèle, une alliée quotidienne, une alliée qui est tout le temps là, et qu'il suffit simplement de lui faire confiance. C'est même pas se faire confiance, c'est faire confiance à notre intuition et être attentive et attentif aux signaux, petits signaux, une petite sensation de gêne ou au contraire d'aise, un plaisir ou une évidence ou une vision, même si elle est très rapide, ou un frisson. J'ai dans les personnes qui ont témoigné, qui parlent de certains types de frissons, des frissons rapides et légers quand c'est une intuition pour quelque chose qui est bon pour nous, des frissons qui sont lourds et plus longs et plus durables, quand ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, des maux de dos ou de ventre ou de tête quand quelque chose ne va pas, ou au contraire un sentiment de dilatation de la poitrine ou de légèreté qui vont nous indiquer que quelque chose est vraiment bon pour nous. Tout ça, ce sont des signes que nous pouvons accueillir avec gratitude. Bien sûr. Vers quoi se tend notre intuition ? Tu dis que l'enthousiasme, l'attirance et la joie sont en elles-mêmes des motivations suffisantes qui nous poussent à explorer, à avancer. L'intuition est directement liée à la curiosité. Ou pour le dire autrement, la curiosité, plus notre curiosité est forte, plus nous avons de capacité à accueillir nos intuitions. Donc en fait, la curiosité, plutôt que de vouloir développer l'intuition alors qu'elle est là et pas besoin de la développer, développons notre capacité à être curieuse et curieux. Développons notre curiosité. Et je trouve, moi personnellement, que la curiosité nous met dans une forme d'optimisme, d'enthousiasme, d'émerveillement, d'élan pour les mystères de la vie et du monde. On a envie de découvrir. Et parfois, on va découvrir des choses grâce aux autres, ou grâce à des lectures ou des podcasts. Et d'autres fois, simplement, c'est l'intuition. Comme on est dans cet état de curiosité, c'est beaucoup plus facile de recevoir ces informations-là aussi. Quand on a par exemple une décision à prendre, au lieu, parfois certaines personnes font les plus, les moins d'un côté et puis font un peu la balance, alors qu'en fait, en s'écoutant, on a déjà peut-être la réponse à l'intérieur. Oui, alors on a la réponse, c'est sûr. C'est comment l'entendre. Alors peut-être poser la question qui globale, parce que l'intuition est globale, elle n'est pas du tout dans le découpage et la déconstruction ou le réductionnisme. De poser une question globale par rapport à cette décision et de laisser poser cette question et de demander à avoir un signe clair qui répondra à cette question. Donc ça, c'est une façon de faire. Sinon, on va marcher ou courir ou nager. C'est-à-dire qu'on va vider la tête, marcher, courir ou nager suffisamment longtemps et la réponse viendra d'elle-même. Et sinon, il y a les outils de la kinésiologie qui font que, quand on peut être testé, le test musculaire va montrer comment on répond à cette question. Et pour le faire soi-même, on croise le pouce et l'index d'un côté et on entre le pouce dans ce rond de l'autre côté. Faire comme l'infini, là. Voilà, on fait comme le signe de l'infini et on va tirer les deux mains de chaque côté pour voir si ça résiste. Et si ça résiste, c'est que c'est bon. Le test musculaire est bon par rapport à la question, c'est un oui. Et si ça lâche d'une façon ou d'une autre, ou si c'est pas très solide, c'est que la réponse est non. Et le corps ne ment pas. Il va dire sa réponse à sa façon. Sinon, en hypnose, on a le test très simple, main gauche, main droite. Main gauche, c'est non, main droite, c'est oui. On peut faire le test dans l'autre sens, c'est pas ça qui compte. Et on pose la question et tout de suite, on va sentir quelque chose dans la main gauche ou dans la main droite. Et ce sera la réponse. Et ce qui est important, c'est d'accepter la réponse et de ne pas se dire « Ah non, j'ai mal senti » parce qu'on voudrait une autre réponse. Oui, bien entendu. Là, on revient en surcouche, là, toujours. C'est vrai que tu cites un sondage, 74% des personnes interrogées trouvent des solutions aux problèmes de façon intuitive et sans raisonnement logique. Finalement, comme tu le rappelais avec Einstein, elle est vraiment au cœur des inventions majeures de l'humanité, des avancées avec ses fulgurances. Oui, et ce serait bon que les politiques, les dirigeantes et les dirigeants fassent beaucoup plus de place à leurs intuitions. Ça leur permettrait, à mon avis, de prendre de meilleures décisions pour l'ensemble, pas simplement pour elles, pour eux, pour leurs proches, mais pour l'ensemble de la population.
D'ailleurs, c'est assez antinomique parce que souvent, ils font appel à des médiums, alors qu'ils ont l'air d'être des personnes très rationnelles, mais on sait que tous les grands dirigeants ont consulté aussi des grands voyants. Qui sont justement ces médiums et ces voyants? On sait qu'ils ont ces canaux de perception qui sont particulièrement ouverts. Est-ce que ce serait pour toi une aptitude de chacun, mais qui est plus ou moins développée après dans cette vie-là, ou plus ou moins une destinée, mais qu'on a ça quand même en nous? Alors nous avons toutes et tous assurément des dons de médiumnité quand nous sommes tout petits. Et c'est complètement lié à l'intuition. C'est ça aussi que j'ai découvert dans cette enquête. Donc nous pouvons recevoir des informations de partout. Alors moi, simplement comme anecdote de confirmation, quand j'avais 25 ans, ma grand-mère préférée est morte d'un cancer. Et le jour où elle est morte, j'ai pas pu... une grande partie de la famille, donc tous ses enfants étaient là et certains petits-enfants étaient autour d'elle, parce qu'elle a eu la capacité d'attendre que tout le monde soit là, mais moi j'ai pas pu prendre le train que j'aurais dû prendre. Tu étais absent. Ouais. Voilà, j'étais donc absent physiquement, à plusieurs centaines de kilomètres d'elle, et pourtant très présent dans mon cœur avec elle. Et au moment même, à la seconde même où elle est morte, je l'ai sentie. Et le lendemain matin, quand mon frère m'a appelé pour me dire l'heure à laquelle elle était morte, c'était l'heure exacte auquel j'ai senti, je le raconte toujours avec beaucoup d'émotion, parce que c'était quelque chose de très fort, où j'ai senti son âme s'envoler. J'ai senti quelque chose qui changeait. Donc même à des centaines de kilomètres, on est en lien avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on connaît, et on sent ce qui se passe. Ce qui fait que cette capacité-là, si on la développe, si on l'utilise, on peut devenir médium. Oui. Après, la question, c'est qu'est-ce qui est attrapé, entre guillemets, recueilli comme type d'information? D'où ça vient? Alors, en Angleterre, il y a un collège qui forme des médiums, et il les forme en 5 ans. C'est l'Arthur Findlay College, qui est reconnu internationalement avec des médiums de très grande qualité. Qui ressemble un peu à un château d'Harry Potter, quand même. Oui, exactement. C'est ça? Je l'ai vu en photo. Et qui est vraiment une institution fabuleuse. Donc, les médiums de tous les pays sont formés en 5 ans. Et ils ont comme directive de toujours accueillir l'information qui vient au service de la personne qui pose la question ou qu'ils reçoivent, mais aussi au service de l'humanité et toujours dans la direction de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a une éthique qui permet de recevoir les informations qui sont justes et qui vont faire du bien. Et pas n'importe quoi. Oui, parce que là, on peut aller dans un délire aussi, évidemment. Soit dans un délire, soit capter des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et... Tu as vu des choses, toi, en tant que soignant, assez impressionnantes avec des patients comme ça, de l'ordre de la médiumnité? Oui, j'ai des patientes et des patients qui avaient ce don-là et qui ne l'utilisaient pas forcément comme le font les voyants ou les médiums, mais qui recevaient des informations. Une patiente qui avait... quelques jours avant, reçu des informations sur des accidents de personnes proches ou même de personnes connues, et pu retrouver une de ses amies qui avait été kidnappée grâce à ce don de médiumnité. Et il y a aussi dans le livre une des personnes qui témoigne du suicide d'un ami, et que dans la nuit, elle a eu la vision exacte de l'endroit. Et tu dis d'ailleurs qu'elle avait partagé une personne. Voilà. Elle l'a partagé trop tard, malheureusement. Une fois que cet homme s'était suicidé, elle a regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais en tout cas, les gendarmes ont trouvé le corps exactement à cet endroit-là. D'ailleurs, après, elle s'en voulait. Et après, elle s'en est voulu. C'est dur aussi, ça. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée qui sont plus propices au développement de l'intuition dans notre vie? Alors, je ne crois pas, parce que l'intuition étant à notre service, elle nous apporte l'information nécessaire au moment où on a besoin de l'avoir. D'accord, donc au réveil le matin, quand on est dans ces états un peu entre deux, est-ce qu'on dit parfois qu'il y a des espaces comme ça? Oui, alors c'est vrai, au réveil le matin ou au moment où on s'endort, ou entre deux rêves, oui, les portes de l'intuition sont complètement ouvertes. Donc c'est vrai que là, on peut recevoir des informations importantes. Néanmoins, ça peut être à tout moment de la journée ou de la nuit. Quand tu parles aussi de trouver le chemin de la guérison, on parle de quelle maladie? On parle finalement de tout? On parle de toutes les maladies, qu'elles soient psychiques, physiques ou psychosomatiques. On parle de tout parce que l'intuition va nous mettre sur la bonne voie.
Et parfois, cette voie, ça va être la voie de l'acceptation de la mort aussi. La guérison, quand une maladie est très avancée, la guérison, ça peut être la guérison de la peur. Ça peut être la guérison d'une fermeture au mystère de ce qu'est la vie après la mort. Ça peut être la transformation qui vient grâce à l'intuition. Si la maladie est prise à temps et que c'est très tôt, l'intuition va bien sûr nous guider vers la guérison physique complète. Mais de toute façon, l'intuition va être là pour nous faire vivre au mieux ce que nous vivons. D'ailleurs, une des personnes qui témoigne, qui a la maladie de Parkinson, le dit bien que cette maladie lui a fait comprendre énormément de choses. Elle sait pas si, de toute façon, on ne sait pas encore si on peut guérir de la maladie de Parkinson, donc elle vit au mieux qu'elle peut avec cette maladie-là, elle essaye de ralentir l'évolution, mais ça ne va pas être une guérison de la maladie, ça va être une guérison d'autre chose dans sa vie. Oui. Et ça touche aussi du doigt au temps que l'on s'accorde par rapport à ça. Oui, alors merci pour cette question. Ça, c'est fondamental. Nous avons besoin de nous accorder beaucoup de temps pour écouter nos intuitions et pour guérir. Oui, et ça, on ne le fait pas forcément, ou alors on le fait quand on est un peu au pied du mur, parfois. Oui, alors justement, il y a une très belle histoire comme ça d'un homme d'affaires américain qui va voir son médecin un jour, donc il y a un problème, ils font des tests, etc. Il apprend qu'il a un cancer très très évolué et qu'il ne va pas survivre plus de 3 à 6 mois. Donc il se dit, je n'ai que 3 à 6 mois à vivre, qu'est-ce que je fais ? Et il fait tout ce qu'il avait envie de faire. Et finalement, il a guéri. Mais il n'a pas fait tout ça pour guérir. Il s'est dit, puisque je n'ai plus que 3 à 6 mois à vivre, eh bien, je vais consacrer ces mois à faire vraiment ce que j'ai envie de faire moi. Et ça l'a guéri. Ouais, c'est vraiment une belle invitation à prendre du temps pour soi. Et puis à faire ce qui nous met en joie. Exactement. Ouais. Tu dis que, tu l'as redit, mais plutôt que de chercher à la développer, le plus important, c'est de nous rendre suffisamment. Alors, tu donnes trois piliers, un peu 1, disponible pour recevoir l'information, 2, attentif pour la repérer, et 3, inventif, parce qu'après, il s'agit aussi de l'utiliser judicieusement, tu dis. Voilà, c'est ça, puisque l'intuition, elle est toujours là. C'est comment je peux l'apercevoir, comment je peux reconnaître que c'est une intuition et qu'elle est bonne pour moi. Et une fois que je l'ai reconnue, je l'accueille comme une information qui est juste me concernant. Et après, je crée. L'intuition, c'est déjà créatif, puisque c'est inouï, c'est du nouveau. Je crée pour pouvoir l'utiliser et la mettre en œuvre et qu'elle me rende complètement service. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Kelly Brogan, que tu citais tout à l'heure, là, et qui en a fait un livre, je crois, Minds of Your Own. C'est ça, où elle témoigne en fait de ce parcours. Elle l'a vraiment utilisé judicieusement. Dans son cas, ça s'est avéré être la bonne intuition, on va dire, quand même. Oui. C'est vrai que parfois, sur cette idée quand même de discernement des intuitions, en tout cas, c'est peut-être moi de mon filtre, je parle peut-être simplement avec mes lunettes, mais c'est d'où parle mon intuition ? Effectivement, est-ce que c'est une tentative de résoudre une blessure ? Est-ce que c'est une véritable intuition ? Il y a des éléments sur lesquels, ou des grands choix dans notre vie, on n'a pas forcément non plus envie de... quand on est face à des très grandes décisions, ça peut être compliqué. Alors tu dis, tant pis, on se trompera, puis c'est la vie, en fait, c'est le chemin. Mais quand même. Alors, d'une part, je pense que c'est important de réintroduire de la place pour l'erreur et l'échec. Et que si on s'est trompé en croyant que c'était une intuition alors que c'était un souhait par rapport, comme tu dis, à une blessure, eh bien, on a pris ce risque-là, on a vécu ce risque-là. Oui, bien sûr. Ça fait partie du chemin existentiel. Mais d'autre part, plus on va être à l'écoute de nos intuitions, plus on va de façon assez sûre se rendre compte de ce qui est une intuition et de ce qui ne l'est pas. Et puis en ce qui concerne la santé, quand une maladie grave est en jeu, on prend plusieurs avis. On prend l'avis de le médecin qui nous connaît, des thérapeutes qui nous suivent, peut-être de quelqu'un qui est reconnu pour avoir de l'intuition, et on va croiser ces informations. Et après, prendre là où les décisions qui nous semblent les plus justes par rapport à ces informations. Et puis, le plus souvent, quand on a ce type de maladie grave, on essaye d'être accompagné du point de vue physique, quelle que soit la médecine qu'on choisit, et du point de vue psychique.
Et tout cet accompagnement fait qu'on peut parler de ce qu'on croit être une intuition, et si c'est une intuition réelle, elle va rester telle. Si c'est une imagination, au fur et à mesure de l'accompagnement, elle va s'amenuiser et on va se rendre compte que ce n'était pas une intuition. Donc de toute façon, nous sommes des humains en relation, à plus forte raison quand il y a une question de guérison et de soins. Choisissons des bons accompagnants aussi. Et peut-être mettons notre intuition dans le choix des bons accompagnants. C'est avec eux et elles qu'on va pouvoir guérir. C'est sûr. Parfois, dans la vie, on peut être aussi en attente de ce qui nous tomberait dessus comme un espèce de cadeau du ciel, la bonne intuition. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, etc. C'est pas l'idée de raconter ça, mais avec Métamorphose, par exemple, typiquement, il y a eu un jour, et je me souviens précisément du moment, ce que j'étais en train de lire, où vraiment j'ai eu cette fulgurance de « je dois faire un podcast ». C'est pas que je dois faire un podcast, c'est je vais faire un podcast. Voilà. Et c'est ça que je devais faire. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et alors, c'est une forme d'état de grâce de recevoir ça, parce que je sentais tout me poussait à aller dans cette direction. Mais parfois, dans d'autres moments de la vie, on peut attendre en fait ce moment-là. On peut attendre que le truc incroyable qu'on avait envie de faire nous tombe dessus. Il ne vient pas pour certaines personnes ou à d'autres moments. Alors, j'aime beaucoup, merci pour ton histoire, qui est très touchante. J'aime beaucoup la grâce, qui est un mot qui a été oublié parce qu'il était très lié à la religion, mais c'est un mot qui existe dans la vie, dans la vraie vie. Et cet état de grâce, on peut le vivre à certains moments, et c'est fabuleux. Dans la grâce, je pense que c'est le don de l'intuition juste qui nous met en mouvement dans une résolution qui va faire qu'on réalise ce qui est juste, le plus juste pour nous. Et heureusement que chacune et chacun, on a ces moments-là. Alors après, comment on les accueille, est-ce qu'on en tient compte ou pas, c'est toujours la même question. Oui, comment on se met en mouvement. Comment on se met en mouvement, voilà. Mais le plus souvent, et je pense que c'est parce que tu étais prête. Oui, ah oui. Que cette grâce était tombée dessus, que ce moment de grâce, tu as pu le vivre et qu'il t'a mis en mouvement. Et que donc, la vie ne nous offre pas sur un plateau, la vie n'est pas un fantasme. Donc c'est dans le fantasme qu'on a là, tout de suite, la maison qu'on voudrait, ou je ne sais trop quoi, le voyage qu'on voudrait, ou autre chose. Dans la vie, il y a tout un chemin. Et en fait, les choses arrivent au bon moment. Ouais, c'est ça. Dans les expressions, on dit le temps d'une idée qui est venue. Oui, c'est ça. Ouais. C'est parce qu'on est prête ou qu'on est prêt, c'est le moment juste. Et ça arrive à ce moment-là. Et si ça n'arrive pas, c'est qu'on n'est pas encore prêt. C'est ça. On a encore du chemin à faire. Ouais, et puis de poser vraiment, comme tu dis, c'est des actes à la hauteur de nos ressentis. C'est vraiment important. Quel est aussi, à l'inverse, le prix à payer de ne pas écouter notre baromètre interne, et c'est peut-être à contrario, justement, la maladie. Alors souvent, c'est la maladie, oui, qui va venir. Ça fait un peu punition quand on dit ça comme ça, mais bon. Non, pas punition, mais c'est une alerte, la maladie. C'est un signe. C'est un signe fort. Alors, avant la maladie, il va y avoir d'autres choses, oui, effectivement. Les mots de dos, de ventre, de tête, ou d'articulation, ou d'autres choses, qui sont là pour nous dire « Eh oh, écoute-toi, écoute ton corps, écoute ce qui se passe dans ta vie, et réajuste ce qui a besoin d'être réajusté. » Et c'est pas du tout une punition, là, c'est une invitation à des réajustements, à être dans ce flux de la vie. Donc il y a ça, mais il y a aussi le malheur. Alors, il y a des malheurs qui viennent de l'extérieur, c'est vrai, mais aussi des malheurs qui viennent du fait que nous ne nous écoutons pas assez, que nous ne nous respectons pas assez, que nous n'allons pas assez dans le sens de notre cœur. Oui. Pour toi, l'intuition a à voir avec vraiment l'intériorité et la spiritualité ? Ah oui, c'est complètement lié. Une spiritualité libre, singulière, qui est en chemin, et non pas un dogme religieux ou idéologique. Vraiment quelque chose comme l'enfant qui découvre son intuition, la nature, le divin, l'amour. La spiritualité de l'enfant, c'est une spiritualité émerveillée. C'est une spiritualité joyeuse. C'est une spiritualité du don et du fait de recevoir. Et dans l'instant, dans la gracieuseté de l'instant, pour ne pas dire la gratuité de l'instant, c'est-à-dire une spiritualité vraiment libre et vivante. On arrive à la fin de ce podcast, Saverio, tu parles de se lier d'amitié avec finalement son critique intérieur pour l'adoucir justement avec humour, lui demander conseil et le rassurer, c'est ce qui permet de s'apaiser. Toutes les parties de nous sont bonnes,
même celles qui nous posent problème et qui nous escagassent, comme disait Marseillais, qui nous enquiquinent. Donc le critique intérieur, entre autres, qui nous empoisonne la vie. Pourtant, il est là, croit-il, pour nous aider à faire les bonnes choses en fonction des bonnes situations, des bonnes personnes. Donc je crois que c'est en aimant chacune de nos parties, même les plus pénibles ou les plus blessées, que progressivement nous développons cette compassion pour nous-mêmes, cet accueil de nous-mêmes, cet amour de nous-mêmes, et que l'intuition, elle est dans ce mouvement d'amour pour soi. C'est ça. On va conclure. Avant ça, on n'a pas parlé de la télépathie, c'est aussi une forme d'intuition. Oui, c'est complètement lié. C'est ce que je racontais par rapport à la mort de ma grand-mère tout à l'heure. Oui. La télépathie, moi je me souviens... Ça, c'est de la télépathie pour toi ? Oui, mais oui. Sentir les choses à distance. Alors dans la télépathie, on peut soit sentir, soit voir, soit entendre, etc., soit lire. Bon. Mais c'est quelque chose, c'est l'information qu'on reçoit à distance. Quand on est très lié à certaines personnes, on ressent certaines choses à distance. Moi, j'ai vécu ça avec mes enfants plusieurs fois. C'est très impressionnant. Et puis, il y a l'exemple très classique. On pense à quelqu'un qui nous envoie un texto ou qui nous téléphone. Ouais. Et puis, les amoureux. Et puis, voilà, les amoureux, exactement. Ou moi, je me souviens avoir été amoureux de quelqu'un quand j'étais étudiant et l'avoir perçu à quelques rues plus loin à Paris et l'avoir retrouvé. Ouais, c'est étonnant. Et hier, j'entendais encore l'histoire d'une maman. Quand sa fille lycéenne sèche les cours, elle la retrouve exactement là où elle est. Mais c'est pas parce qu'elle la surveille, c'est parce qu'elle est liée. Elle va dans le magasin où est sa fille ou dans le bar, etc. Elle retrouve sa fille et la fille dit « Maman, laisse-moi tranquille, j'ai envie de pouvoir sécher les cours comme les copines. » C'est ça. On pourrait le lier du coup aux synchronicités. Oui, c'est complètement lié. Ce sont les mêmes phénomènes. Alors, j'avais prévu de te faire lire ou de lire la dédicace d'Eleanor Roosevelt à la fin du livre, mais comme je me suis permise d'offrir ton livre à l'invité précédent, à moins que tu la connaisses par cœur, sinon on la mettra sur nos réseaux sociaux, je ne l'ai plus. Alors, de tête, c'est pas exactement ce qu'elle dit, mais de tête, elle dit faites ce que vous aimez, faites ce que votre cœur vous dit, parce que de toute façon, vous serez critiqué. Suivez vos rêves, c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça. En substance. En substance. Très bonne conclusion. Suivez vos rêves, c'est ça le plus important. On va rester avec ça pour nos éditeurs. Un immense merci, Saverio Tomasella, d'être revenu dans Métamorphose pour réveiller notre intuition. Je rappelle le titre de ton livre passionnant, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition, développer son 6e sens, élargir sa conscience et trouver le chemin de la guérison, aux éditions Larousse. On peut aussi retrouver d'autres informations, évidemment, tous tes livres sur Internet, surdouessence.ch. Alors ça, je confirme avec toi, elle est toujours bonne, cette adresse ? Alors ça, c'est l'adresse de Surdouessence. Il y a aussi lasensibilité.com, qui est le site de l'Observatoire de la sensibilité, et saveriotomasella.com. Voilà, c'est ça qui est le site à ton nom. Très bien, merci infiniment. Merci Anne, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.